Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir avec moi Valérie Zenati pour son dernier ouvrage qui s'appelle la surprise. Alors Valérie Zenati, bon, ne vous est pas inconnue parce qu'on avait quand même on a de très beaux souvenirs moi j'ai de très beaux souvenirs de Jacob, j'ai de très beaux souvenirs en retard pour la guerre, les âmes sœurs. Voilà, on a déjà découvert surtout aux éditions de l'Olivier. Hein, c'est quand même les éditions de l'Olivier qui ont fait un réel travail, hein, qui nous a fait découvrir Valérie Zenati. Vous êtes aussi scénariste, vous avez écrit pour la jeunesse. Voilà, et donc, tout à l'heure, vous disiez, vous avez été aussi conseillère littéraire, enfin, donc vous êtes réalisatrice, puisqu'il y a pas réalisatrice, il y a quand même des livres qui ont été adaptés, oui. Voilà, qui ont été adaptés au cinéma, voilà. Alors la surprise, c'est une vraie surprise pour moi, parce que la surprise, ce livre arrive là, et ce livre arrive là, en librairie le 1er octobre. On est quand même pas loin. Donc on a attendu longtemps la surprise. Alors moi je dis que j'étais resté, Valérie Zenati, sur les éditions de l'Olivier, je m'attendais à un roman, une surprise. Et là je vois, c'est un essai. alors c'était une véritable... Alors j'étais quand même un peu surpris, mais je sais qu'on va en parler parce que ça me perturbait un peu. Voilà. Et en même temps, alors voilà, à l'arrivée, à la lecture alors, est-ce qu'on le qualifie d'essai? Est-ce qu'on le qualifie d'essai philosophique? On va en discuter de tout ça. Mais à l'arrivée, même si c'est un essai, je vous ai retrouvé complètement dans la langue, dans le plaisir d'écrire et dans votre rapport au langage. Voilà. Et ça, on va y revenir aussi. Voilà. Donc, alors le principe, je répète un peu le principe de cet entretien. Le principe, c'est bien sûr de parler du dernier livre, de parler des autres livres, d'avoir peut-être un dialogue un peu plus transversal aussi, de parler d'écriture, parce que c'est quand même quelque chose qui nous intéresse beaucoup, puisqu'on est dans une école d'art, c'est le processus de création. Alors, le processus de création d'écriture aussi nous intéresse, et d'ailleurs, vous en parlez aussi dans la surprise, donc un peu toute cette cuisine aussi comme ça de l'écrivain, et on est souvent surpris de savoir comment tout ça fonctionne et quel rapport vous avez au langage, comment le langage vous habite, le territoire, quel est le territoire de l'écriture, pas de questions comme ça à se poser. Alors, la surprise. Et aux éditions Autrement, on a dû me douter que chez Autrement, c'était plutôt un essai, quoi que chez Autrement, ils ont fait aussi du roman. Moi, je me rappelle par exemple de Cressman Taylor, inconnu à cette adresse, je l'ai découvert chez Autrement. Donc, la surprise, une innocence renouvelée. Les grands mots, autrement, et effectivement, la collection elle est dirigée par quelqu'un d'autre. Oui, voilà, effectivement. Et donc, voilà, c'est une belle collection. Voilà. Alors, souvent considérée comme une émotion évanouie, la surprise est en réalité un état fondamental de la vie. Vous examinez de quoi la surprise est faite et dessinez le portrait en mouvement de ce qui met d'abord à l'arrêt. Rencontres amoureuses, catastrophes intimes ou collectives, toutes ces surprises viennent percuter notre vision du monde, elles nous transforment et permettent de créer et peut-être aussi d'avancer. Voilà. Alors, tout de suite, peut-être ma première question, comment on passe en fin de compte du roman à l'essai? Alors on l'appelle essai philosophique à l'essai. Oui, parce que... Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, ça va? D'accord. Bonjour à tous. Comment? C'est moyen, sinon celui-là est meilleur. Là, vous m'entendez mieux. Oui. Et là, on entend encore plus. Non, je crois qu'il est déconnecté.
1, 2, 3. Il reste des places ici, si vous voulez venir vous asseoir. On a 2 chaises là, si vous voulez. 2 chaises là, une chaise là. Voilà. Que vous soyez à l'aise, confortable. D'abord, merci pour cet accueil, merci à vous d'être là. Moi, j'adorerais vous poser à chacun la même question, c'est mais pourquoi vous êtes là à 9h30 du matin? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir? Parce que c'est la première rencontre que je fais, on a fait un lancement il y a une semaine à Paris, mais c'est la première vraie rencontre que je fais autour de ce livre. Donc, c'est très important pour moi, évidemment. Et je suis très heureuse de dialoguer avec vous et de réfléchir avec vous à cette question-là. Alors, pourquoi un essai maintenant, ce qu'on peut qualifier d'essai? C'est tout simplement parce qu'il y a eu cette proposition de Claire Fercac, qui dirige la collection Les Grands Mots. C'est une collection que je connaissais déjà et que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, les grands mots, le principe des grands mots, c'est de demander à des écrivains, des philosophes, des chercheurs, de choisir un mot et de développer une réflexion libre et une vision à partir de ce mot. Et donc, il y a eu déjà dans cette collection des livres comme L'échec de Claro. Claro, c'est un auteur et un traducteur. Il a écrit un livre magnifique sur l'échec. Il y a eu les débuts de Claire Marin, qui est plutôt philosophe. Il y a eu La nuit de Michael Fessel. Voilà. Donc, le principe, c'est ça, choisir un mot et développer une réflexion. Et quand Claire est venue vers moi il y a un peu plus d'1 an et m'a dit, voilà, j'aimerais que on se tutoyait un peu, mais on ne se connaissait pas plus que ça. J'aimerais que tu fasses un grand mot. Ça a été vraiment une surprise pour moi. C'est-à-dire, oui, c'était pas un projet que j'avais. Je venais de faire paraître Qui vive, mon précédent roman. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'en général, je mets du temps entre 2 romans. C'est-à-dire, j'ai vraiment à peu près un rythme d'un roman tous les 4 ans, à peu près. C'est pas un rythme choisi, ni subi, c'est un rythme qui s'est imposé parce que chaque livre est pour moi un très grand bouleversement lorsque je l'écris. Il témoigne d'un bouleversement, il est lui-même un bouleversement, et ensuite j'ai besoin de temps pour redescendre, pour ne plus rien savoir, pour oublier. Quand je dis pour ne plus rien savoir, en quelque sorte j'ai besoin de me retrouver dans l'état où je me dis mais qu'est-ce que je pourrais écrire et comment? Et pour que cette question vienne, il faut du temps. Donc en général, il y a du temps. Et là, je venais de faire paraître Qui vive, et on me propose ça. Et j'ai senti que ça touchait en moi quelque chose auquel je ne m'attendais pas, mais qui était très vibrant. Et l'idée me plaisait beaucoup, la collection me plaît. Donc je le raconte au début du livre. Je lui ai dit, écoute, ça me plaît beaucoup, mais je ne sais pas, là je ne peux pas dire sur quel mot je pourrais écrire. Si on vous posait, là aussi, moi j'adorerais vous poser des questions en fait. Si on vous posait à chacun d'entre vous la question, mais toi, vous, sur quoi? Sur quel mot? Tiens, Ah oui, oui, après je fais comme vous, quoi. J'établis une liste et je crois que j'irai quand même, on retrouve ça, et vous en parlez un moment, j'irai sur un mot de l'enfance. Sur un mot de l'enfance. Hein, vous, c'était... D'accord. Moi, mon mot d'enfance, c'était éphémère. Voilà. Éphémère. Et c'était longtemps, visiblement. Alors, moi, j'ai fait une liste, peut-être, voilà, j'ai dressé une liste, sauf que la surprise n'était pas dans cette liste. Il y avait plusieurs mots que vous verrez, que vous découvrirez, si vous lisez. La surprise n'était pas dans la liste. Et la liste était là, mais elle ne m'aidait en rien, parce que chaque mot avait un attrait, un intérêt, et donc il se battait un peu en duel. Et puis un jour, on m'avait proposé un autre projet qui a été une surprise pour moi. C'est une chef de chœur qui m'a proposé de compléter une œuvre du XVIe siècle. Ce sont les octonaires de Chandieu, donc des poèmes de Louis Vers, qui ont été mis en musique par Claude Lejeune, un compositeur protestant. Alors je souligne protestant parce que apparemment c'est parce qu'il était protestant qu'il n'est pas passé à la postérité comme d'autres compositeurs. Donc c'est une œuvre du XVIe siècle et elle me propose de la compléter en écrivant des poèmes pour introduire les octonaires
de chants Dieu, mise en musique par Claude Lejeune. Donc c'était un projet auquel je ne m'attendais pas, magnifique, que je suis en train de d'écrire. Et elle m'avait demandé une lettre pour accompagner un dossier. Pourquoi je raconte ça? Parce qu'en rédigeant la lettre, pour accompagner le dossier, je raconte dans la lettre comment cette demande a été pour moi une surprise. Et là, le mot surprise s'est imposé, mais vraiment, c'était comme si j'avais été touchée par une flèche. J'ai su que c'était le mot à partir duquel je voulais réfléchir, à partir duquel je voulais penser, à partir duquel j'allais certainement découvrir quelque chose de mon rapport à la vie, de mon rapport à l'écriture, qui est un peu, je dirais, un peu la même chose peut-être. Et aussi, j'ai senti tout de suite que c'était peut-être un mot qui nous concernait tous, qui n'était pas qu'un mot intime, mais que la surprise est quelque chose qui est vraiment la surprise, le rapport à la surprise est quelque chose qui est certainement universel. Et donc, je me suis lancée dans l'écriture de ce livre, sans prétention philosophique, parce que je ne suis vraiment pas philosophe. Oui, c'est ça. C'est aussi l'intérêt du livre, parce que je trouve que j'appellerais ça un essai incarné complètement. J'ai un peu vu ça, oui. Parce que quelquefois, on a des essais philosophiques qui sont quand même un peu secs et un peu référencés. Alors que là, la référence, c'est quand même, c'est votre parcours, c'est quand même votre référence de vie, quoi. Et là, c'est extraordinaire. Oui, merci. C'est-à-dire que on va parler de mon rapport à la langue, mais moi, par exemple, quand on me demande de faire une conférence dans un milieu universitaire, je ne l'écris jamais, contrairement à certains universitaires. Parce que si j'écris la conférence, j'ai l'impression que ça m'oblige à prendre un ton qui n'est pas le mien, une voix qui n'est pas la mienne. Et j'ai l'impression de tricher. Et pour moi qui aime la voix orale, la voix littéraire, tricher c'est comme jouer faux en musique c'est quelque chose qui m'est désagréable. Vous connaissez jouer faux en musique, je crois. Oui, je joue aussi du violon. Oui, pas si bien que ça. Mais disons que quand je joue faux, ça ne pose problème à personne parce que je suis la seule à m'entendre. Sauf quand je suis en orchestre, mais en tout cas, je tends à la justesse. Et tout ça pour dire que là, écrire un essai où j'aurais été là comme une sorte de spécialiste de la surprise qui a toutes les références philosophiques inimaginables pour écrire le livre, ça aurait été triché. Non, la matière première de ce livre, c'est la vie, pas uniquement la mienne, la nôtre, les événements collectifs aussi, qui sont des surprises, des entretiens que j'ai menés, des rencontres. Et donc c'est ce matériau-là qui est celui de mes romans, que là j'interroge d'une autre manière, mais c'est celui de mes romans. Alors ce que j'ai aimé par exemple dans la surprise, pour être très proche, et qu'on retrouve, c'est la surprise avec la grand-mère. La surprise l'effet de surprise. L'effet de surprise qui normalement devrait pas, l'effet de surprise qui n'est pas une surprise normalement. Mais alors, voilà, c'est ça. C'est un chapitre qui s'appelle l'effet de surprise. Est-il une valeur ajoutée? Voilà. Alors, là, pour rendre les choses un peu plus concrètes, je dirais que quand le mot m'est apparu, vraiment j'ai été très fébrile, parce que c'est comme dans les rêves. Vous savez, un rêve, ça dure quelques secondes. Moi, quand j'ai découvert qu'un rêve durait quelques secondes, j'ai été sidérée. Mais en fait, l'esprit est imprégné d'une très longue histoire, ce rêve. Il est imprégné de quelque chose de très profond. C'est ce que Bergson, le philosophe Bergson, appelle la durée. La durée, c'est la profondeur du temps. Oui, c'est ça. C'est pas le temps objectif. Non, c'est ça. C'est un temps complètement. C'est un temps hors temps. Un temps hors temps. Voilà, un temps, on connaît tous ces moments qui durent finalement qui sont très brefs, et qui nous donnent le sentiment qu'une vie entière se déploie. Et c'est ce qui se passe dans un rêve, évidemment. Et c'est ce qui s'est passé là, lorsque le mot surprise est arrivé. Je voulais écrire plus vite que mon ombre, parce qu'il y a quelque chose qui a été très intense. Mais ensuite, j'ai essayé de déplier. Et le livre, c'est une succession de petits chapitres de nature très différente. Je vous en lirai peut-être un ou deux tout à l'heure, où j'essaie vraiment d'attraper les facettes de la surprise. Et l'une d'elles, l'effet de surprise est-il une valeur ajoutée? Je me suis vraiment interrogée à partir de quelque chose qui est personnel. Ma grand-mère était quelqu'un de très aimant, voire trop parfois, dans le sens où elle nous voulait près d'elle tout le temps.
Et puis elle était à Nice, mais on a quitté Nice, on est tous partis. Et c'était quelqu'un qui vivait la séparation comme une sorte de châtiment terrible. Bon, elle-même, qui est née en Tunisie et qui a été mariée à quelqu'un qui n'avait pas choisi en Algérie, avait souffert de la séparation avec ses parents à une époque où il n'y avait pas de téléphone. Bon. Et donc la séparation, pour elle, c'était la douleur la plus grande de l'existence. Voilà. Elle disait toujours, le plus dur, c'est la séparation. Et donc, quand on allait lui rendre visite à Nice, en général, on ne la prévenait pas. Et on lui faisait la surprise. Voilà, c'était, voilà, on va lui faire la surprise, on lui fait la surprise. Et je me suis interrogée dans ce passage sur qu'est-ce que l'effet de surprise ajouté à la visite. Parce qu'une visite reste une visite. Oui. Mais qu'est-ce que l'effet de surprise ajouté à cette visite? Et donc voilà, là on n'est pas dans la philosophie, on est dans un questionnement. Parce que la philosophie, c'est ça, c'est un questionnement. Oui. Mais à partir de quelque chose de très réel. Pourquoi lui faire la surprise était si important? Et ne disait-on pas, ben, j'arrive mardi, je viens te voir. Et voilà, ce chapitre répond à la question. Alors, vous êtes aussi traductrice, j'en ai pas parlé, oui. En particulier de l'hébreu. Oui. Et donc, vous revenez justement au mot surprise à la racine. Alors, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu de ce mot et de cette racine, de voir tout ce qu'elle contient. Voilà, ouais. Alors, ça, c'est évidemment, en écrivant un livre sur la surprise, je ne pouvais pas ne pas me pencher un peu sur l'étymologie, parce qu'il faut voir de quoi sont faits les mots à l'origine. Alors, en français, je commence par le français, puisque c'est ma langue maternelle, et c'est ma langue d'écriture, c'est celle que je porte. Donc, surprise, bon, c'est un peu décevant au départ, parce que c'est le préfixe sur, auquel, voilà, qu'on ajoute à prix. Hein, on l'entend. Et c'est un peu décevant, je veux dire, c'est pas plus que ça, dans un premier temps. Et puis quand on s'interroge, on dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, on est pris, et la surprise, c'est quelque chose qui nous prend au-delà de nous-mêmes. Là, ça commence à devenir intéressant quand même, parce que c'est pas rien d'être pris au-delà de soi-même. Il faut essayer de comprendre ce que signifie être pris et être surpris. Donc surpris, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous vient de l'extérieur, même quand c'est intérieur. On peut avoir des surprises intérieures, mais elles viennent d'une part de nous qui jusque-là n'existait pas consciemment. Donc ça nous prend au-delà de nous-mêmes. Bon, ça c'est le français. Et puis après je me suis dit, voyons voir en hébreu, puisque l'hébreu est la deuxième langue que je pratique. Et en hébreu, hafta'a, la surprise, ou mufta, être surprise, ça veut être surpris, ça veut dire être, enfin c'est forgé à partir de la racine du mot soudain. Donc, quand vous dites en hébreu je suis surpris ou je suis surprise, vous dites pas je suis pris au-delà de moi-même comme en français, vous dites je suis soudainé, en quelque sorte. Je suis soudainé, voilà, vous êtes frappé par le soudain. Donc c'est un ébranlement du temps. C'est un ébranlement du temps. Et en associant ces deux étymologies, mais j'aurais pu faire un livre entier d'étymologie évidemment, mais je voulais pas que ça devienne un livre de linguistique. J'ai saisi quelque chose qui m'a conforté dans l'idée que la surprise était vraiment... j'ai une hypothèse dans le livre. Je pense que c'est un état qui nous transforme tout au long de la vie, mais je pense aussi que c'est peut-être notre état premier, oui. Que c'est notre tout premier contact. Alors là, ça nous renvoie à la naissance. Voilà. Et donc, effectivement, alors il y a un long chapitre sur la naissance. Il y a un très long chapitre. Alors effectivement, c'est que je trouve très intéressant, parce qu'effectivement, cet état premier... C'est une hypothèse. Ouais, alors j'accroche bien à l'hypothèse, j'adopte bien l'hypothèse, avec en plus le fait que cet état premier nous est en fin de compte longtemps caché, dans le sens où on ne s'en souvient même plus. Mais la surprise a dû être impossible. Oui, impossible à intégrer, c'est-à-dire que... Et là le livre, dans la réflexion, rejoint un peu quelque chose qui m'a poussée à écrire. Je dis souvent que moi, quand j'ai commencé à écrire, dès que j'ai su écrire, pour une raison très simple, c'est que j'étais hantée par l'oubli. Enfant, à 4 ans, 5 ans, 6 ans,
j'étais révoltée par le fait de ne pas me souvenir de ma naissance, ni de mes premières années. C'est quelque chose qui cet oubli-là, cette amnésie, ne me laissait pas tranquille. C'est-à-dire vraiment, je rêvais de pouvoir être ce nourrisson qui arrive au monde et qui perçoit le monde pour la première fois. Et ça, c'était une obsession, c'était vraiment une obsession. Et je raconte dans ce passage que, comme je ne pouvais pas revenir en arrière, j'avais vraiment comme projet, vers l'âge de 4-5 ans, d'avoir 18 enfants. Et donc c'était un projet, mais que je garderais jusqu'à l'âge de 4 ans. Après, je voulais les donner. Donc 4 ans, c'était l'âge que j'avais à ce moment-là. Et c'était pour mener une sorte d'expérience, et en observant la naissance de ces 18 enfants et leurs premiers mois, leurs premières années, je me disais que j'allais peut-être retrouver quelque chose. Bon, j'étais complètement folle, mais c'est le propre des enfants d'être fou. Hein. C'est Freud qui le dit. Ça veut dire quoi la folie? Parce que la folie, elle est présente là aussi. La folie, en fait, c'est quand on n'arrive pas à ordonner un récit. C'est quand on n'arrive pas à ordonner le cours de la vie, à ordonner nos pensées, à donner un sens, à donner un but, à accepter des contraintes. La folie, finalement, c'est peut-être notre état premier, c'est quand tout est une sorte de bourrasque dans laquelle on ne peut pas faire de tri. On ne peut pas. Et en tout cas, c'est une hypothèse, je ne dis pas que j'ai raison, mais je me dis, mais à quel moment de la vie est-on surpris soudain? Le premier moment, je pense que c'est la naissance. On arrive au monde et quelque chose de plus grand que nous est là. Et ça arrive soudain et on oublie. On n'a jamais la conscience de ça. Oui. En revanche, ensuite, dans la vie, il va y avoir des surprises. On l'oublie parce que c'est peut-être salutaire de l'oublier. Parce que sinon, l'arrivée au monde nous tuerait. On deviendrait fou. On nous tuerait. D'après, oui, tout à fait. D'après Winnicott, le psychanalyste Winnicott, on deviendrait fou. Oui. Si on restait dans cet état de perception du monde, sans être capable de l'ordonner, on deviendrait fou. Alors vous avez une belle image, parce qu'on est dans une école d'art, et ça pose la question de la surprise et de l'effroi. Enfin, et la belle image, c'est l'effroi de Courbet. Oui. Hein, donc effectivement, ce personnage complètement, avec sa chemise blanche, avec les yeux complètement hallucinés, qui a un tableau incroyable, donc vous en parlez aussi. Oui. Alors, surprise, alors là on est juste, on revient, on est juste, c'est une nuance, la surprise l'effroi. Alors la surprise, en fait, moi je l'explore comme cet état qui semble arrêter le cours du temps, ou le faire basculer. C'est-à-dire, pour moi, je qualifie de surprise tout ce qui nous donne le sentiment de donner un coup de hache dans le temps et de tracer un avant et un après. Et là, c'est très intéressant, selon moi, parce que en réalité, l'avant et l'après, c'est de la continuité de la vie. On est en permanence avant et entre l'avant et l'après, il y a en permanence un avant et un après, à chaque seconde. Oui. Sauf que la plupart du temps, on s'installe justement dans le temps avec une forme de routine, une forme d'organisation qui fait qu'on n'a pas le sentiment à chaque seconde d'être un être différent. Bien, voilà. Mais c'est aussi pour ça que moi je suis fascinée par les travaux de ces photographes. Vous savez, on en a vu plusieurs, j'ai pas de nom en tête, vous en avez peut-être. Les photographes qui prennent en photo, qui se prennent en photo ou qui prennent en photo des gens tout au long pendant 40 ans. Voilà. Et donc il y a ces photographes. Voilà. Alors quand vous voyez les deux photos qui ont été prises à 2 jours d'écart, vous ne voyez pas vraiment de différence. Et puis tout à coup, si vous regardez à 2 ans d'écart, ah oui, c'est passé quelque chose. Et donc voilà, ces changements imperceptibles, ils sont fascinants, mais la plupart du temps, le changement est imperceptible. Et puis il y a des événements radicaux. La vie, une naissance, une mort, un coup de foudre, l'annonce d'une maladie, l'annonce d'une guerre, l'annonce d'un confinement, qui donne le sentiment qu'il y a un avant et un après. Et ça, c'est ce que j'appelle la surprise. La surprise, donc, comme cet état, comme un événement
qu'on ne peut pas forcément qualifier, qui n'est pas forcément... La surprise, elle peut être très bonne, elle peut être très mauvaise. Elle peut être une joie, elle peut être un chagrin infini. Ensuite, ça va se décliner. Mais la surprise, c'est l'état premier où on n'a même pas encore le temps de réagir. C'est simplement qu'on reçoit un coup au cœur et on est dans cet état suspendu de stupéfaction, de sidération, d'émerveillement peut-être, selon la nature de la surprise. Et donc c'est pour ça que le mot m'a semblé si intéressant, parce qu'il englobe tout. Il englobe tout ce qui fait que nous changeons et que notre rapport à la vie change. Que parfois, on perd espoir d'un coup parce qu'on a l'impression que tout s'effondre. Et un autre événement va nous redonner confiance parce qu'on a l'impression que tout est possible. On a réussi un concours qu'on ne pensait pas pouvoir réussir. On a été pris dans un travail auquel on a postulé, mais on n'y croyait pas. Et tout à coup, on vous dit, c'est vous êtes pris, vous êtes choisi. Et tout semble possible. Et donc, c'est cette capacité de la surprise à nous saisir et à nous détruire ou nous construire. Puis il y a des surprises, je dirais presque à retardement, enfin comme ça, c'est-à-dire la surprise de la surprise de la surprise. Et comme vous parliez d'être choisi. Par le mot. Ouais. Et donc, à un moment, par exemple, sur la traduction parce que vous êtes traductrice de Aaron Appelfeld, vous rencontrez une personne qui s'appelle Galina. Alors en fait on dit Alina, oui. On dit comment Oui, Galina. Galina. Et en fin de compte, vous êtes surprise qu'on vous invite à un colloque sur Aaron Appelfeld. Oui. Et en fin de compte, ça va de surprise en surprise parce que ça se fait. Voilà. Là, on a vraiment la façon dont la surprise peut circuler, se décliner. Voilà. Oui, tout à fait. Et comment elle peut être une sorte presque de fil conducteur. Alors, pour replacer les choses, donc moi je traduis Aaron Appelfeld depuis 2004. Alors, je voudrais préciser Aaron Appelfeld que j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas. Donc, les auteurs sont là aussi pour nous faire découvrir d'autres auteurs. Alors, je vous en remercie parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelqu'un à lire. C'est extraordinaire. Son rapport au langage qui est extraordinaire. Je crois que donc allez fouiller un peu, lisez un peu. Aaron Appelfeld, oui, c'est un auteur majeur et pas que pour moi. Alors, je brosse très rapidement sa biographie, mais il est né dans une ville qui a changé plusieurs fois de nom. Et qui s'est appelée Tchernovitz, du nom au temps de l'Empire austro-hongrois. Donc Tchernovitz, c'était la ville la plus à l'est de l'Empire austro-hongrois. Quand l'Empire s'est effondré, c'est devenu un temps Tchernauti, c'était roumain. Et depuis la fin de la guerre, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu ukrainien. En fait, Tchernovitz, c'est Tchernivtsi, et c'est plutôt ukrainien, on va dire culturellement. Et aujourd'hui, c'est en Ukraine. Il est né là-bas en 1932, dans une famille juive très européenne, très universaliste, avec des idéaux qu'on lui a transmis. Et puis, la guerre est arrivée, sa mère a été assassinée, il a été déporté avec son père, il s'est échappé du camp, il est resté seul dans la forêt, et à l'âge de 13 ans et demi, à la fin de la guerre, il était orphelin, et il a été emmené avec d'autres orphelins, d'abord en Italie, dans un camp de réfugiés, et puis dans ce qui est devenu Israël, et qui était alors sous mandat britannique. Et il a appris l'hébreu, et il a écrit en hébreu. Aaron Appelfeld, c'est un écrivain d'abord de la perte. C'est un écrivain qui a cherché, qui s'est battu pour écrire dans une langue qui n'était pas la sienne et pour décrire l'expérience humaine avec une simplicité, une limpidité et une profondeur vraiment, vraiment rare. Un de ses maîtres, c'était Kafka. Un de ses maîtres spirituels, c'est Franz Kafka. Alors, on le sent un peu, mais c'est pas du Kafka, c'est du Appelfeld. Et vraiment, je pourrais parler des heures d'Aaron Appelfeld, mais je dirais juste que justement, quand j'ai lu pour la première fois un de ses textes, ça a été une surprise, parce que, comme tous les grands auteurs qui nous marquent, c'était une voix que je n'avais jamais entendue. Vous savez, quand vous ouvrez un livre, vous dites « Ah, là, il y a une voix »,
que je n'ai jamais... Nouvelle. Nouvelle ou attendue. Et attendue. Attendue, oui. Attendue, mais on ne savait même pas qu'on l'attendait. Voilà, et on n'aurait pas pu le dire. Oui. Mais elle touche en nous quelque chose, cette voix. Ça, c'est la surprise de... Voilà, là aussi, j'ai envie de vous demander à vous tous, quelles sont... mais après, on aura le temps de parler. Quelles sont les voix qui vous ont surprise en littérature? Vous, est-ce que vous avez des voix comme ça moi, on parlait tout à l'heure Kundera. Kundera, moi, je veux dire, voilà. Bon, le premier livre, La soutenable légèreté de l'aide, mais après, Le rire et l'oubli, et puis, l'art du roman, que je relis régulièrement, qui est assez extraordinaire dans le sens où c'est une analyse, en même temps il parle aussi beaucoup d'auteurs, une analyse complète sur l'écriture, sur le tissage et tout ça, et c'est vraiment un livre auquel je relis. Et j'ai relu il n'y a pas si longtemps certains Kundera, parce que ça date un peu, comme Kundera est sorti en France dans les années 80, donc ça date un peu déjà, et la question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'une écriture dit quelquefois, on relit et on dit non, ça marche plus. Et Kundera, ça ne finit pas. Enfin, les grands auteurs, et ça fonctionne, et on rentre tout de suite dedans. Alors on reviendra un peu, parce que ces écritures-là, et ça correspond à votre écriture. Ça me touche, parce que Kundera est très proche. Ça correspond à votre écriture. Je retrouve dans Kundera, alors on a un point commun, parce que là ça me touche beaucoup évidemment, mais je ne me compare pas à Kundera. Mais on a un point commun, c'est qu'on est nés tous les deux le 1er avril. Ah oui, d'accord. Voilà. C'était une surprise. C'était une surprise, d'autant plus que je suis arrivée apparemment un peu en avance par rapport au terme. Mais Kundera, voilà, je partage ça avec Kundera, c'est qu'on est nés tous les deux en 1er avril. Et ce que vous dites me touche parce que j'ai, par exemple, moi, un des textes que j'adore de Kundera, c'est l'ignorance. Et c'est vrai que l'ignorance, vous ne savez pas si c'est un récit, un roman, un essai, et il navigue, et peu importe, enfin je veux dire, qui a besoin de définir les choses? On est déjà tellement défini, on est dans une ère où aussi, mais peut-être pas seulement aujourd'hui, mais voilà, où on parle d'identité tout le temps, etc. Moi, plus j'avance dans le temps et moins j'ai d'identité, ou plus je me débarrasse de la notion d'identité. C'est-à-dire, je préfère vraiment être cette personne qui aujourd'hui est là à Saint-Dié, et donc aujourd'hui je suis ici, et les paysages qui m'entourent, ce sont ceux-là, et les gens qui m'entourent, c'est vous. Et donc, j'ai pas envie d'appartenir là à autre chose qu'à ce moment-là. Et cette disponibilité-là qu'on peut avoir quand on fait de la randonnée en montagne, je sais pas, quand vous faites de la randonnée, vous n'êtes pas là en train de vous dire je suis une femme, je suis française, vous accueillez le paysage. Voilà, je suis de telle classe sociale, je suis juive, Non, je suis là, je suis face à la montagne. Donc, Kundera, dans l'ignorance, il navigue comme ça. Et ça me plaît beaucoup ce que vous dites, enfin, le fait qu'il y ait ce lien entre nous. Mais ce que je voulais dire par rapport à la voix, par exemple, moi, voilà, Aaron Appelfeld, ça a été une voix où j'ai été saisie parce que je me suis dit, mais elle est extrêmement limpide. Et en même temps, elle porte l'écho d'un mystère, de quelque chose qui est vraiment mystérieux. Quand vous lisez Appelfeld, vous avez toujours l'impression d'être dans le réel, on va dire, et en même temps d'être dans une rêverie, d'être dans une suspension du réel. Et il y a quelque chose d'étrange. Et sur ces voix qui entrent en nous, qui sont des surprises, et pour moi, évidemment que la littérature, je pense qu'on lit aussi pour ça. On lit parce qu'on attend, on espère être surpris. On espère que quelqu'un va tout à coup écrire une phrase qui va résonner, qui va... Et est-ce qu'on écrit aussi? Est-ce que l'écriture est aussi le lieu de la surprise? Et l'écriture est pour moi aussi le lieu de la surprise, oui. C'est aussi... vous savez, par exemple, quand Jacob est sorti, mon livre précédent, enfin pas précédent, je dis précédent, parce qu'il est un peu relié à Saint-Dié-des-Vosges, je raconterai peut-être ensuite pourquoi. Je sais pas, dans Jacob, il y a une scène de repas assez importante à l'annonce de la mort de Jacob, et je me suis aperçue que dans tous mes livres, il y avait des scènes de repas. Dans tous mes livres, on mange à un moment donné. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup, voilà, j'aime manger, j'aime cuisiner, mais ça m'a frappé que ce soit présent de cette manière. Dans chaque livre, il y a un moment où il y a un repas
qu'il y a de l'importance. Enfin, déjà, voilà, où je dis ce qu'on mange, et puis... Et donc là, j'ai commencé à m'interroger sur mon rapport à la nourriture, et je me suis dit, quand même, j'ai une histoire gustative, culinaire, qui n'est pas banale, parce que je suis née dans une famille qui était végétalienne dans les années 70. Non, je ne suis pas végétalienne, pas végétarienne. Donc pas d'œufs, pas de laitage, évidemment pas de viande, pas de fromage, pas de poisson, voilà. Donc comme vous dites, il ne reste rien. Végétalienne dans les années 70, une famille qui est arrivée d'Afrique du Nord, avec toutes les influences de la cuisine d'Afrique du Nord qu'on connaît, et qui n'est pas végétalienne. Non, pas de tagine. Voilà, pas de tagine. Donc je suis née dans cette famille-là. Ensuite, ils ont cessé, quand j'avais 12-13 ans, d'être végétaliens, mais ils mangeaient kasher, donc en suivant les préceptes de la religion juive, donc voilà, pas de porc, la viande d'une certaine manière, pas de fruits de mer, etc. Et puis ensuite, moi, j'ai fait exploser un peu tout ça, et je mange de tout, comme on dit. Enfin, de tout, c'est toujours relatif, hein, quand on dit je mange de tout. Et donc, il y a quelque chose dans ce chemin que je trouve intéressant. Je me suis dit, j'aimerais bien écrire un livre sur ce chemin voilà, par rapport à la nourriture, qu'est-ce que ça veut dire. Et le livre était tellement clair, tout le monde m'a dit, c'est une super idée. Mais le livre était tellement clair dans ma tête que je ne l'ai pas écrit. Parce que je ne voyais pas ce que j'allais découvrir dans ce livre. J'avais déjà découvert en amont. Et donc, il ne pouvait pas y avoir de surprise pour moi. Et or, quand j'écris, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Sinon, il n'y a pas de livre pour moi. Est-ce que le rythme de l'écriture amène de la surprise? Le rythme, oui. Oui. Parce que oui. En même temps, la question, c'est est-ce que vous réécrivez beaucoup ou c'est vraiment l'état initial et le rythme qui va donner et qui va amener la surprise? Voilà. Alors, j'aime beaucoup quand vous parlez de rythme, parce que ça veut dire que vous sentez quelque chose dans l'écriture. Et il y a un moment où, effectivement, je suis là comme sur le clavier d'un piano et ça vient dans un souffle rapide. C'est comme si je courais. Oui. Je cours en écrivant. Et évidemment que je retravaille mes textes, mais, et ça c'est Virginia Woolf qui le dit dans son journal, elle dit, écrire, c'est à la fois cette pulsion, c'est saisir cette pulsion où on est dépassé, on écrit, on est emporté par le flot des mots, et ensuite c'est être capable d'y revenir avec plus de distance, de garder la fraîcheur du jaillissement, tout en ayant une rigueur qu'on n'a pas forcément quand on est un peu emporté. Et donc c'est ce travail que je fais en réécrivant. Mais j'essaie de garder ce rythme, ce souffle. Oui, parce que c'est comme dans le rythme qui a, la première fois qu'on essaie d'écrire, qui a ce plaisir qui est très surprenant. Dans quel état on peut être la première fois qu'on construit un texte. Tout à fait. Et ça peut devenir très jouissif quelque part. Et on a vraiment, là, on est encore comme chez Bergson, Hortense spécialisée. On est complètement ailleurs. Bah oui, mais c'est comme là, si on vient à la cuisine, c'est comme quand vous. Bergson ne dit pas les choses comme ça, mais c'est comme quand vous cuisinez et vous improvisez quelque chose. Oui. Vous improvisez, vous dites, je vais faire ça. Et puis, ça donne quelque chose que vous n'aviez jamais fait. Et après, vous essayez de le refaire. Ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Parce qu'en art, par exemple, en art plastique, la question de la surprise, moi qui suis plasticien, c'est une question qu'on a souvent. On l'appelle plutôt, nous, l'accident. Très beau. On l'appelle l'accident. Voilà. C'est-à-dire qu'en peinture, par exemple, on provoque, moi je sais que je provoque l'accident. Comment? Provoquer l'accident, c'est-à-dire, au lieu d'être dans une attitude du type je prends mon pinceau, je vais commencer à peindre ce que j'ai mentalement. Je sais que ça sera mauvais déjà d'entrée. Voilà. On est d'accord. Alors comment je provoque? C'est à la limite, je pose une toile par terre et volontairement je balance de la peinture, je chute dans un pot, il y a une trace, donc là il y a une provocation. Et cette provocation-là, cet accident-là qui est une surprise plastique, tout de suite, elle doit. Ça y est, elle doit me parler. Et est-ce que je suis en état d'établir un véritable dialogue avec cette surprise ou pas? Et voilà comment on construit. On n'est pas si loin de l'écriture. Pas du tout. Non, mais justement, je veux dire, moi, je sais pas si je milite, mais si le mot militer est juste, mais pour moi, l'écriture, il faut décloisonner quelque chose. Écrire, c'est un acte qui dialogue avec tout, qui dialogue avec la musique, avec le cinéma, avec
avec la cuisine, avec les relations humaines, avec les arts plastiques, avec la photo. Et d'ailleurs, dans la surprise, il y a vraiment... j'ai utilisé des matériaux différents. À un moment donné, il y a un chapitre où je raconte un film, dans un autre, une exposition. Parce que tout... je veux dire, je trouve ça artificiel de dire que les choses ont leur domaine bien délimité. Là aussi, on est loin de l'identité et des frontières. L'écriture, pour moi, dialogue vraiment avec tout, enfin avec la musique, avec les couleurs. Par exemple, lorsque j'écris, ça je pourrais jamais le prouver, mais il y a en moi des lumières différentes selon ce que j'écris. Et j'en ai pris conscience en traduisant Aaron Appelfeld. Un texte n'a pas toujours la même lumière. Il y a des... et c'est pas uniquement la lumière telle qu'elle est décrite, parce que c'est le jour, ou parce que c'est la nuit. Il y a des textes, des scènes, qui vont dégager une lumière particulière, et d'autres qui vont dégager une autre lumière. Enfin, je sais pas si vous êtes sensible de la même manière à un texte, mais oui, il y a des textes qui dégagent la lumière, on ne sait pas pourquoi. Et donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui, au départ, justement, n'a rien à voir avec les mots, en réalité. Mais j'essaie de traduire ça en écrivant. Alors, dans la traduction, justement, parce que vous traduisez Aaron Appelfeld, et vous avez traduit déjà 11 romans. Alors, même avec les jeunesses et tout, 14 ans. 14, voilà. Ouais. Et donc, alors moi je me disais, bon, vraiment, la traduction, c'est vraiment l'endroit de la surprise, quoi, quelque part. Et oh là là, non. Alors, et effectivement, dans votre traduction, est-ce que vous parlez un peu de la traduction? Parce que vous allez très loin, en fin de compte. Pour vous traduire, c'est avoir le texte, mais c'est se rendre sur les lieux, même les lieux de naissance, c'est aller juste... Alors là, on revient à la question tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas répondu finalement, concernant Galina Nolenko. C'est que, en fait, donc Aaron Appelfeld a grandi là-bas à Tchernovitz. Et quand il est mort en 2018, sa mort a été pour moi un très grand choc, que je raconte dans un livre qui s'appelle Dans le faisceau des vivants. Et je pense vraiment que dans le faisceau des vivants, qui est un récit, Qui vive, mon roman et La surprise font partie de trilogie sur ces événements qui nous ébranlent et qui nous mettent à l'arrêt un temps. Et moi, ce qui m'a mise à l'arrêt à un moment donné, ça a été l'annonce de la mort d'Aaron Appelfeld. Alors, ça a été un deuil, enfin, oui, j'aime pas le mot deuil, mais bon, très particulier, parce que ce n'était pas mon père, ni mon frère, ni mon compagnon. J'avais du mal à définir même notre relation, mais j'étais sa traductrice, ça c'est sûr, et puis il y avait une relation amicale très forte. Quand il est mort, il s'est produit quelque chose d'étrange, en apparence, c'est que j'entendais sa voix en permanence. C'est-à-dire, alors, j'ai découvert dans un article du Monde que, je crois, il y a 5% des gens qui sont aphantasiques, c'est-à-dire qui n'entendent pas de voix intérieure et qui ne peuvent pas se représenter les choses intérieurement. Oui, ça s'appelle la fantaisie. C'est la fantaisie. Donc 5% des gens sont aphantasiques et n'entendent pas de voix, n'ont pas cette voix intérieure quand ils lisent et ne peuvent pas se représenter, par exemple, quand ils rentrent chez eux. Ils ne peuvent pas refaire le chemin pour savoir où ils ont posé leurs clés. Vous savez, quand vous dites où j'ai mis mes clés, dans votre mémoire, vous revoyez le chemin. Ah oui, mais c'est peut-être là. Ça s'appelle la fantaisie. Et les aphantasies, ils ne peuvent pas. Il y a 5% de gens quand même, c'est beaucoup. Et bon, moi je ne le suis pas. Et donc j'ai une voix intérieure, même plusieurs, et j'ai des représentations. Et donc, quand Aaron Appelfeld est mort, j'entendais sa voix, vraiment, c'est-à-dire, elle était là et j'entendais des choses qu'il m'avait dites ou qu'il exprimait. Et donc, j'ai eu besoin de silence, j'avais beaucoup de mal à entendre les gens autour, je voulais pas qu'on me parle parce que ça perturbait cette voix que j'entendais. Et j'ai mis un peu de temps, et c'est en écrivant le livre que j'ai compris que ce qui se produisait, c'est qu'en fait, la voix que je traduis s'était éteinte, la voix physique s'était éteinte. Aaron Appelfeld était mort et plus jamais il ne pourrait me dire bonjour Valérie au téléphone. Mais j'avais en moi sa voix parce que je suis sa traductrice en français.
et que, à force de traduire, vous pouvez bien imaginer que sa voix est entrée en moi. Enfin, je veux dire, je porte ça. Et donc, je crois que j'ai fait face à cette... la mort est toujours une aberration. Toujours, je pense. Mais là, c'est une aberration très précise. Sa voix, lui, s'était éteinte, mais moi, la voix que j'avais en moi, elle était toujours là. Et donc, j'ai écrit un texte, et ce texte m'a poussée à aller, 1 mois et demi plus tard, pour son anniversaire, sur les lieux de sa naissance, où je n'étais jamais allée. Pourquoi? Parce qu'à chaque entretien, il commençait par répondre, quelle que soit la question, quelle que fût la question. Il commençait à dire, je suis né à Tchernovitz en 1932. C'était toujours le début de la réponse. Vraiment comme s'il pointait un compas, la pointe d'un compas. Et ensuite, il traçait un cercle. Petit, grand. Mais la pointe du compas était là. Je suis née à Tchernovitz en 1932. Et après sa mort, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire le jour de son anniversaire? Bah, je peux être à Tchernovitz en 2018. Le 16 février 2018. Juste être là-bas. Je voulais pas, je sais pas, acheter des fleurs, non, je voulais être là-bas. J'ai fait ce voyage, qui est un des voyages les plus inouïs de ma vie. Avec un autre voyage que j'ai fait en Algérie. De ces voyages où vraiment chaque seconde est nouvelle. Où vraiment chaque seconde est une découverte, chaque seconde est un étonnement. Je suis là, dans cet endroit où je pensais jamais mettre les pieds, que je connaissais uniquement par les livres, que j'ai intégré en moi, dont j'ai intégré les paysages, même les visages, quand j'ai commencé à croiser les vieilles Ukrainiennes à Tchernovitz, mais je voyais les Ukrainiennes des livres d'Arad Appelfeld. Elles étaient là, elles étaient devant moi. Je rencontre ces personnages. Je mange ce qu'ils mangent dans les livres. Je goûte ce fromage qui s'appelle le brinza, qu'on a du mal à trouver en France. Et c'est le brinza, et je le goûte, et tout à coup, c'est le goût de ce fromage. Je disais souvent, c'était comme si le traducteur de Proust en ukrainien avait pour la première fois goûté une madeleine trempée dans du thé. Après avoir traduit le passage de la madeleine. Et là, si vous voulez, ça a été vraiment une surprise très très grande. Et voilà, qui est dans le livre. Et évidemment que j'étais pas la même personne avant et après ce voyage. Alors on est toujours le même, enfin voilà, quelqu'un d'autre l'a dit mieux que moi, mais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Mais ça, je l'ai éprouvé, et c'est ce que fait éprouver la surprise. En réalité, tout ne change pas, mais tout change. Et tout nous donne l'impression de changer. Et c'est ce qui s'est passé lors de ce voyage qui a été très très fort. Oui, alors pour revenir sur le mot, à un moment, je crois que vous citez René Char à un moment. Et vous dites les mots qui vont René Char disait, les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Ça, c'est effectivement, on revient là. Alors là, on revient au processus d'écriture. Je m'aperçois que j'ai toujours pas parlé de Galina dans ma réponse. Oui, Galina. C'est une sorte de suspense, c'est bien, c'est comme un film. Sur les mots qui vont surgir, savent de nous ce que nous ignorons d'eux. C'est vraiment ce qui se passe quand on parle, d'ailleurs, parce que je pense qu'on a tous fait l'expérience de dire quelque chose et d'être étonné d'avoir dit les choses ainsi. De découvrir, en parlant, de découvrir quelque chose. En écrivant, c'est évidemment ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que l'écriture, c'est comme l'improvisation musicale. Un musicien qui improvise, il ne sait pas quelle note il va jouer dans 10 secondes. Vraiment, il ne pourrait pas le dire. Il joue, il est dans le temps présent et il joue. Et les notes, les harmonies, moi j'admire les musiciens de jazz ou de jazz manouche qui improvisent, parce qu'ils ne savent pas, mais pourtant c'est pas n'importe quoi. Non. Il ne se passe pas n'importe quoi. Ils arrivent à trouver la musique sur le moment qui va s'articuler. Voilà, ils sont dans un tel état d'écoute. Oui, exactement. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ça. Moi, je peux jouer qu'avec une partition. Enfin, il vaut mieux en tout cas. Mais c'est pas la même chose. Lorsque j'écris, je n'ai pas de partition. Alors, vous parlez de la traduction et de la surprise, en disant qu'il n'y a pas de surprise dans la traduction. Dans la traduction, j'ai une partition.
C'est une écriture avec partition. Oui, c'est ça. La traduction, c'est une écriture avec partition. J'ai la partition, elle est écrite en hébreu. Il y a une musique, un rythme, du sens, des images. Et ce que je dois faire, c'est que je dois interpréter avec mon instrument qui est le français, le texte. Et donc, avec mon instrument qui est le français, je vais essayer de retrouver le rythme, les images, le sens, etc. Et il y a évidemment des surprises dans la traduction, parce que, voilà, parfois je suis moi-même surprise par un mot que je vais trouver pour en traduire un, parfois les mots n'existent pas dans une langue, mais ils existent dans une autre. Et donc, ce contact très étroit entre deux langues, c'est toujours une surprise pour moi. Imaginez être dans un moment de votre vie où vous parlez deux langues en même temps. C'est ça la traduction, quand même. C'est prodigieux comme sensation. Alors, c'est pas tout à fait en même temps, mais il y a un endroit où ça se touche. Il y a un endroit où, dans l'acte de traduire, il y a l'hébreu qui touche le français, qui se transforme. Et ça, c'est une sensation d'alchimie incroyable. Donc, c'est toujours une surprise, au contraire. Si ça l'est pas, c'est qu'il y a un problème. Et donc, je suis surprise par la voix que j'entends en français. Concernant l'écriture, là, je n'ai pas de partition. L'écriture de mes propres livres. Il n'y a pas de partition, c'est de l'improvisation. Et donc, il y a quelque chose qui surgit, et j'y vais, et après coup, je me dis, ah oui, voilà ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que j'écris lorsque j'écris. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je le découvre après. Et c'est pour ça que très souvent, je retravaille mes textes. Parce que je les comprends une fois que je les ai terminés. Oui, c'est ça, c'est une mise en distance. Alors oui, alors pour la surprise, c'est un peu différent parce que c'est un essai, et donc c'est pas la même construction qu'un roman, mais j'ai découvert des choses, et donc ces mots qui surgissent, pourquoi ils surgissent? Moi je ne sais pas quel mot je vais prononcer dans 10 secondes, et je ne sais pas quel mot je vais écrire, et donc oui, ils ont quelque chose, il y a une forme de révélation qui se fait. Alors dans cet essai, on a parlé effectivement de la traduction, l'effroi. Alors il y a la surprise de l'amour. Oui. Est-ce que c'est véritablement une surprise? C'est ça qui est très intéressant, parce que là il y a une notion de surprise. Surprise, pas surprise, c'était attendu, c'est normal. Au-delà du coup de foudre, qui est vraiment la surprise. Oui, ah bah oui, mais c'est pas rien. C'est pas rien un coup de foudre. Mais il y a quand même des histoires d'amour qui commencent pas forcément avec des coups de foudre, et on est quand même dans la surprise, parce que on abandonne là, on cultive la surprise, oui. par l'abandon de nous-mêmes, par rapport à l'autre. Bien sûr, mais de toute façon, l'amour, il y a ce chapitre sur l'amour et un autre chapitre sur l'amitié. Alors évidemment, les choses peuvent parfois venir graduellement, et c'est pas pour ça qu'elles sont moins fortes. Mais il y a en amitié comme en amour des coups de foudre. Vraiment, et c'est la rencontre. La rencontre. Et parfois d'ailleurs, elle va pas durer très longtemps, hein, ça va être un coup de foudre, il va durer 10 minutes. Moi, j'ai la chance quand je sors un livre, de parcourir la France et une partie du monde, et je rencontre beaucoup de gens que je ne verrai plus parfois. Mais cette puissance de la rencontre, du visage, où vous découvrez, à la fois vous découvrez et vous reconnaissez quelque chose. Oui, il y a une espèce de reconnaissance. Tout de suite, comme ça. Et la reconnaissance en français, c'est quand même aussi la gratitude. Oui. Et donc, c'est-à-dire que vous reconnaissez la personne, vous ne savez pas pourquoi, parce que vous ne l'avez jamais vue, mais vous êtes aussi reconnaissant qu'elle soit cette personne. C'est Paul Ricoeur qui disait « Quelqu'un que vous aimez, c'est quelqu'un dont l'existence vous réjouit. » Je cite de mémoire, mais c'est ça. L'idée, c'est ça. Je trouve qu'il n'y a pas plus belle définition de la rencontre amoureuse ou amicale. C'est qu'il y a une personne qui est là et vous êtes si heureux qu'elle existe. Vous dites, ah ouais, voilà, le monde qui est quand même ce qu'il est, dans des facettes qui nous horrifient, mais il n'est pas que ça, il n'est jamais que ça. Voilà, même dans les temps les plus sombres
de l'humanité, il n'a pas fait nuit, de toute façon il ne fait jamais nuit au même moment partout, jamais. Et donc, voilà, donc il n'y a pas que les ténèbres, jamais. Mais c'est d'autant plus fort la rencontre qu'on est conscient que les rencontres peuvent être mauvaises aussi, n'est-ce pas? Et ce sont des rencontres qui, malheureusement, changent la vie de la même manière, enfin, pas de la même manière, mais de manière aussi radicale. À un moment donné, dans le livre, il y a la surprise, je m'interroge sur la surprise qui est encadrée par la loi. C'est-à-dire la surprise est un terme qui est présent dans des textes juridiques, dans les textes sur la contrefaçon, dans les textes sur l'usurpation d'identité, dans les textes sur le viol, le mot surprise est défini aussi juridiquement. On s'y attend pas forcément. Alors que le mot joie, le mot peine, le mot étonnement, le mot émerveillement n'est pas inscrit dans les textes juridiques. Donc la surprise, c'est vraiment, quand on s'y penche, c'est quelque chose qui peut être aussi vital que mortel. Voilà, quelqu'un qui rencontre son agresseur, c'est une surprise sombre, et c'est mortel. Mais pour revenir à la beauté de l'amour et de l'amitié, c'est d'autant plus fort qu'on sait qu'on peut faire de mauvaises rencontres, et tout à coup surgit un être avec qui vous n'avez aucun lien de parenté, parfois aucun lien social, parfois aucun lien culturel ou autre, et cette personne-là existe et ça vous rend heureux. Et vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez mettre peut-être du temps à savoir pourquoi ensuite. Et donc cette surprise-là, je crois qu'il faut être très attentif, qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Oui, ça. Alors, il faut être très attentif. Oui. Ça c'est intéressant, parce que, effectivement, parce que souvent c'est après coup, longtemps, ah oui, et alors essayez d'être assez attentif et vigilant pour accueillir véritablement ces surprises-là. Oui. Et comprendre à quel point, enfin, c'est pas banal, en fait, c'est pas banal de croiser quelqu'un et de l'aimer, donc que ce soit encore de l'amour, de l'amitié, c'est pas banal du tout. Et donc, je pense que le fait peut-être de revenir dans ce cas à ce qui fait notre humanité, à ce qui est notre désir d'humanité, c'est quelque chose qui est très important dans nos vies intimes, et puis dans nos vies politiques. Aussi, quand je dis nos vies politiques, c'est que la surprise, justement, pour moi, dans les rencontres, elle a existé à différents niveaux. Par exemple, moi je viens d'un milieu très 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 modeste, voire pauvre dans les générations précédentes, et donc j'ai grandi avec des parents qui étaient vraiment pas, qui n'avaient pas d'amertume sociale du tout. C'était des ouvriers qui aimaient la vie, mais ils avaient conscience qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire, ça on en avait vraiment conscience, et qui étaient pour les gens riches. En gros, c'est mes parents, ils se disaient, je sais pas, l'opéra c'est pour les gens riches par exemple. Et donc j'ai grandi comme ça, et c'est vrai que les premières fois quand je suis arrivée à Paris, que j'ai commencé à changer de milieu, ou à pénétrer, j'ai pas changé de milieu d'ailleurs, parce qu'en fait mon milieu est vaste, mais j'ai été journaliste très tôt, à 22 ans, et je me suis retrouvée à l'Élysée par exemple, j'avais 22 ans, donc face à François Mitterrand, ou à Matignon, donc j'étais tout à fait en contact avec des gens que... ça a été troublant pour moi d'être propulsée là, et je me souviens que j'ai été étonnée, quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui venaient d'un autre milieu que le mien, de sentir qu'avec certaines personnes qui avaient vraiment un tout autre vécu que le mien sur le plan social, il y avait une possibilité de rencontre incroyable. Voilà, il se trouve que j'ai rencontré, je connais 2 personnes qui font partie on va dire des 100 plus grandes fortunes de France. C'est vraiment pas le milieu de mes parents. Mais quand j'ai rencontré ces personnes-là, je ne le savais pas. Mais ce qui s'est passé d'abord, c'est une rencontre avec quelqu'un que j'ai trouvé extraordinaire, et une sensibilité commune, et le sentiment d'avoir beaucoup en commun. Et donc, c'est des différences de classe, des différences d'origine. Moi, je viens d'une histoire qui est très déchirée entre l'Algérie, où mes parents sont nés, toute l'histoire liée à l'Algérie, et puis ensuite Israël, ils ont choisi de vivre, et toute l'histoire liée à Israël, et jusqu'à aujourd'hui évidemment, entre Israéliens et Palestiniens.
j'ai vécu des déchirures très très fortes. Et le fait de rencontrer l'autre, le fait de tout à coup aller en Algérie en 2012, le fait de n'avoir jamais renoncé à rencontrer des Palestiniens et à les connaître, là c'est toujours la surprise de dire « Ah ben voilà, en fait on peut se parler ». Alors, sans naïveté, hein, évidemment, c'est pas une façon, on n'est pas là pour parler de géopolitique, mais cette surprise-là, et elle existe aujourd'hui, ces jours-ci, il y a une correspondance qui paraît entre deux étudiantes, une palestinienne et une israélienne, et qui est inspirée par Une bouteille dans la mer de Gaza, que j'ai écrit il y a 20 ans, et qui était une correspondance imaginaire. Je vous assure que la surprise de constater que celui ou celle qui est supposé être un ennemi est en fait un être avec lequel on peut avoir des relations, c'est une surprise très, très importante et très grande, et qui doit faire réfléchir aussi. Donc voilà, c'est pour ça que cette surprise de la rencontre, elle est tout sauf banale. Même si la rencontre amoureuse, c'est pas toujours un coup de foudre, là je prends le parti de raconter ce qu'il y a de plus radical. Alors peut-être, non, je vais vous laisser lire. Oui. Vous laisser lire. Alors, je sais pas le passage que vous... Est-ce que vous avez un passage Moi j'avais, qu'est-ce que j'avais, mais alors, qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté, avant de donner la parole au public, mais qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté quelque part, une phrase. Alors je dirais juste, je ne sais pas si c'est cette page, je dirais juste qu'il y a tout un, dans le livre, il y a toute une partie qui est juste sur la surprise, A-surprise, donc le A privatif, c'est-à-dire la non-surprise en quelque sorte. Sur les gens qui n'aiment pas les surprises. Parce que, voilà. Et donc il y a ceux pour lesquels j'ai beaucoup d'affection qui disent « Oh, moi j'aime pas les surprises, à la rigueur j'aime en faire, mais j'aime pas qu'on m'en fasse. » Donc pour eux j'ai beaucoup d'affection. Après il y a d'autres opposants à la surprise qui sont plus inquiétants, selon moi. Voilà, donc il y a tout un chapitre là-dessus parce que je voulais pas ne pas parler de la non-surprise aussi, qui est aussi importante. Non, moi j'avais retenu, je reviens à Galina, ah, et oui. parce que je trouvais cette page magnifique. D'accord. Bon, ah oui. D'accord. Ah oui, très très bien, très très bien. Bah alors voilà, c'est bien que Galina soit un fil conducteur. Alors je vais voir si je lis tout, mais sinon oui, parce que c'est long, mais je vais. Donc le chapitre s'intitule « Quelque chose de grave dans l'air. Nous nous attendons au pire et espérons le meilleur. » Ah oui, alors attendez, parce que est-ce que vous permettez que je fasse quelque chose? Parce que ce chapitre, il est quand même... Ah oui, non, il y a un chapitre qui le suit et que j'aimerais lire aussi. Donc je vais vous lire un peu des deux, vous allez voir. On va improviser. Son nom est apparu pour la première fois sur ma boîte mail un matin de janvier 2020. Objet, une invitation à Tchernovitz. Elle se présentait. Directrice du département de littérature romane de l'université de Tchernovitz. Elle enseignait l'œuvre d'Aaron Appelfeld à ses étudiants à travers mes traductions, avait lu mon livre Dans le faisceau des vivants et m'invitait à participer à un colloque en décembre de la même année. Elle n'écrivait pas Tchernivtsi, le nom ukrainien actuel de la ville, mais Tchernovitz. Sachons que c'est ainsi qu'Aaron Appelfeld l'a nommé, à la manière austro-hongroise, et ainsi que j'en parlais. La lecture du mail déclencha en moi une sensation intacte depuis l'enfance. Et plus qu'une sensation, c'est une scène intérieure qui se rejoue dans tous les moments où l'inattendu est synonyme de joie. Un être lilliputien aux traits flous, mais au corps parfaitement visible, sautille, gesticule, poing serré, comme s'il cherchait à percer la cloche de verre qui le maintient dans un espace exigu. Vêtu d'une redingote chiffonnée, chaussé de godillots, ses chevilles fines dépassent d'un pantalon de toile trop large. Parfois, il porte un chapeau qui menace de tomber quand il se lance dans des pas de polka ou de salsa. Tous ses membres sont tendus par une joie trop grande pour un si petit corps. À la fois homme et femme, diablotin et saltimbanque, il est doté d'une vivacité adolescente qui jure avec ses vêtements sans âge.
Ce n'est pas une marionnette, c'est un drôle de moi, un double vivant qui s'anime en mon creux dans les moments de surprise allègre, en effectuant les bons que l'éducation m'a appris à réprimer lorsqu'une joyeuse nouvelle me cueille, quand un inconnu, une inconnue, ouvre dans ma vie une porte dérobée, désigne un chemin et me lance « Viens ». Ainsi, le mail de Galina propagea dans mes jambes une furieuse envie de courir plus vite que le temps. Oh, y être déjà, retourner à Tchernovitz, non plus dans l'anonymat impératif et vertigineux de ma première rencontre avec la ville, 1 mois et demi après la mort d'Aaron Appelfeld, lorsque j'imprimais de mes semelles les trottoirs enneigés, laissant mes pas me guider, cartographiant une ville dont j'avais traduit les rues, les parcs, les églises, les habitants, sans les avoir jamais vus. Savoir que j'y suis attendue, que je serai accueillie, que ma voix, dont je n'avais quasiment pas fait l'usage pendant 48 heures alors, absorbée par ma présence toute neuve dans ce paysage, s'élèvera pour s'adresser aux descendants des héros de fiction qui me sont plus proches que certains êtres de chair. J'écrivis à Galina que son invitation me chaussait de bottes de 7 lieues pour traverser l'année à venir, que cette date, inscrite au début de décembre, était devenue un phare, une boussole m'indiquant la direction que j'étais pressée d'atteindre. Les mois qui nous séparaient m'apparaissaient telle une formalité, parfaitement coulée dans le temps, tissée dans le tissu du calendrier intérieur, changeant de couleur selon les saisons, les fêtes, les jours fériés, les anniversaires, les projets à accomplir. Je finissais de travailler cette année-là sur une série télévisée et sur la traduction d'un livre d'Aaron Appelfeld, justement, Mon père et ma mère. Étape de montage, de mixage, de relecture, autant de bornes qui s'inscrivaient dans cet avenir, au bout duquel donc j'allais de nouveau fouler le sol de Tchernovitz. Oui, j'éprouverais le frisson de ces retrouvailles avec l'Ukraine. Je n'avais pas de doute. Quelques mois après le mail de Galina, en mars 2020, la pandémie de Covid-19 ferma brusquement les frontières. Nous nous mîmes à comparer les mesures de nos pays respectifs, l'arrivée des vaccins, etc., etc. Ça ne va pas durer, se disait-on, tandis que le temps avait adopté une démarche inédite, entre indolence et petits pas de crabe. Le colloque fut repoussé au 8 mai 2021, par fétichisme. Nous fêterons la victoire. Mais les restrictions ne furent pas levées, et Galina se résolut à organiser le colloque sur Zoom. Puis, des signaux se mirent à clignoter de manière inquiétante. Au mois de novembre, des mouvements inhabituels de troupes russes sont détectés près des frontières ukrainiennes. Alerte rouge, prévient le président américain Joe Biden, à l'unisson de ses services de renseignement en décembre 2021. Fin janvier 2022, des exercices militaires russes massifs se déroulent à la frontière ukrainienne, suivis de manœuvres russo-biélorusses. Le 15 février 2022, j'écris « Chère Galina, je suis les informations avec beaucoup de préoccupation, comme vous l'imaginez. Comment allez-vous? J'ai lu aussi que la date du 16 février pourrait être cruciale. Ce sera l'anniversaire de ma venue à Tchernovitz. J'espère de tout cœur que ce sera le seul événement notable du jour. Je me permets de vous embrasser, Valérie. » À quoi Galina répondit « Très chère Valérie, merci pour votre message qui me touche vraiment. La situation est très paradoxale. Pour moi, d'un côté, comme vous, je lis des nouvelles alarmantes d'Europe et du monde anglo-saxon. De l'autre, les autorités ukrainiennes sont plus modérées, croyant et laissant encore la place à la négociation. On ne sait que croire. Réelle menace, intoxication de part et d'autre, les deux peut-être à la fois. Nous, les Ukrainiens, nous sentons pris entre deux feux, l'objet de tractation, sans que nous ayons la voix au chapitre. Il reste que tout cela est lamentable. Nous nous attendons au pire et espérons le meilleur. Voilà. Ça, alors, le texte se poursuit, et donc je ne suis jamais allée à Tchernovitz depuis, et Galina, je l'ai rencontrée à Paris, quand elle est venue se rejoindre. Enfin, elle s'est réfugiée à Metz, mais je l'ai rencontrée, oui, à Metz, puis à Paris. Et là,
je parle donc dans ce chapitre je dis, ainsi parfois la surprise s'annonce, n'est-ce pas? On était là avant la guerre en Ukraine en se disant, peut-être que oui, peut-être que non. La surprise s'annonce, mettant à l'épreuve notre confiance, nos croyances, notre capacité d'envisager le futur. Elle construit patiemment son avènement sous nos yeux. On croise les doigts, on essaie de conjurer le sort, on est pris entre l'incrédulité, l'espoir et le pessimisme. Une nouvelle réalité se profile, mais elle appartient encore au domaine de l'imaginaire. En apparence, rien n'a changé. On se débat avec l'impossibilité de connaître le futur. On voudrait posséder le don de connaître l'avenir. Vraiment, et alors là je termine sur ce chapitre où il n'y a pas de surprise, en apparence, imagine tout savoir d'avance. Imagine que l'on dévoile ta vie devant tes yeux, les pistes de poussière, les portions d'autoroute goudronnées, les traversées du désert, les chemins buissonnés, les oasis, les éboulements. Imagine que l'on te présente tous ceux que tu connaîtras, qui t'aimeront ou te blesseront, parfois les deux à la fois, dans le même corps, l'homme que tu chériras, la femme que tu adoreras, celui ou celle dont la présence, quelques années plus tard, sera peut-être synonyme de poids et d'étouffement. Imagine que tu le saches d'emblée, qui signifie étymologiquement « voler dans ». Imagine que tu puisses donc survoler tes ascensions et tes chutes, la somme de tes échecs et le fagot de tes réussites. Imagine avoir la date de tous tes deuils, tous tes chagrins, toutes tes joies. Imagine avoir le plan des appartements où tu vivras, les photos des paysages que tu fouleras. Imagine connaître dans les moindres détails les symptômes des maladies que ton corps contractera et leur issue. Imagine un avenir tout tracé. Imagine avoir toutes les cartes en main et connaître le jeu de tes partenaires ou adversaires et voir déjà inscrits les prénoms des gagnants et des perdants. Imagine un pari où l'on gagne à tous les coups. Imagine avoir une image certaine de la fin de l'histoire quand elle ne fait que commencer. Imagine vivre dans un jour sans fin. Imagine connaître tous tes enfants avant qu'ils naissent, leur destinée dans les moindres détails, leurs forces, leurs failles et peut-être leurs trahisons. Imagine avoir la combinaison de chaque hasard, la formule de la moindre coïncidence. Imagine un calendrier où les 1000 ans à venir seraient détaillés jour par jour, heure par heure, événement par événement. Imagine que tu saurais tout et n'aurais pas le choix. Imagine que le spectacle de ta vie soit sans surprise, comme on le dit d'un film, d'un livre ou d'une pièce de théâtre dans laquelle on s'est ennuyé de bout en bout. Je vais peut-être maintenant passer la parole au public. S'il y a des questions. Bonjour. Bonjour. Ce sera vraiment une question. Oui. Donc, je vous lis depuis quelques années. Merci. Regardez ma bibliothèque ce matin, finalement, à part peut-être le premier, je pense que je vous lis effectivement avec plaisir. Et merci. Par votre voix à Aaron Appelfeld, et je n'ai pas encore lu le dernier, mais effectivement, quand vous parliez de la surprise et d'Aaron Appelfeld, ça m'a beaucoup interpellé. Hein. J'avais l'impression, à chaque fois que je lis un livre d'Aaron Appelfeld, avant j'avais l'impression de le connaître, parce que je vous écoutais en parler, parce que j'ai lu dans le faisceau des vivants, qui est, il faut le dire, extrêmement émouvant. Merci. Et à chaque fois, je me dis, voilà, je connais son histoire, et malgré tout, j'ai lu ma mère et mon père. Père et ma mère. Assez récemment, et c'est une écriture assez étonnante qui nous emmène toujours dans des chemins auxquels on ne s'attend pas. Peut-être comme d'autres auteurs, j'ai vu dans la biographie du livre, et Lucas me fait un petit peu le même effet. Et effectivement, je trouve que c'est un terme qui qualifie vraiment, c'est le surprenant. Et je me disais, en vous entendant parler du Soudain, qu'il y avait un titre de livre qui j'arrivais pas à m'en rappeler. L'amour soudain. Voilà, avec mon cerveau à tout, j'arrivais pas à m'en rappeler. Et c'est aussi un Appelfeld. Oui, tout à fait. Voilà, juste merci. Oui, merci, ça me touche beaucoup. Merci. Mais en effet, je me permettrai juste de... Quand vous dites, on a l'impression de connaître son histoire, et pourtant il nous surprend, c'est qu'en fait, Aaron Appelfeld ne cherche pas à raconter sa vie ou son histoire, mais il écrit
à partir de ce qu'il a perçu du monde, et à partir de ce qu'il a perdu, et aussi à partir de ce qui l'entourait, c'est-à-dire, il disait toujours, moi j'écris sur le présent, je n'écris pas sur le passé. C'est-à-dire que même si ces livres sont inscrits dans une histoire qui nous semble, un temps qui nous semble révolu, ce qui se passe chez ces personnages, ce sont des mouvements humains, des traversées humaines qui sont intemporelles. Je veux dire, depuis la nuit des temps, les êtres font face à la vie, à la mort, à la trahison, au mensonge. Ça, c'est pas nouveau. Et il touche ce qu'il y a de plus profond dans l'expérience humaine. Et je pense que c'est pour ça qu'il nous surprend aussi. Parce qu'il ne se contente pas de raconter son histoire, pas du tout. C'est bien pour ça. Mais je réponds brièvement pour vous laisser le temps. Oui. De la surprise à la traduction, vous êtes passé par un cheminement très rapide et intense, et en même temps d'une logique remarquable. Donc j'ai entendu deux choses. D'abord, quand vous traduisez Appenfeld, vous devenez quelque part le style d'Appenfeld. Et c'est quelque chose qui a été dit très longtemps par un traducteur réputé des auteurs russes, André Markovitch, que vous connaissez sûrement. Évidemment. Et en fait, c'est comme une bande de Möbius, c'est-à-dire que vous êtes en même temps dans l'extériorité. C'est comme une bande de Möbius, c'est-à-dire que vous êtes dans l'intériorité et oui. dans l'extériorité. Voilà. Tout à fait. Et au fond, le discours se déroule avec le contenu et celui qui traduit et en même temps celui qui écrit. Oui. Donc ça, c'est tout à fait impressionnant. Et je crois que la question de la surprise, elle en revient à ça, c'est-à-dire, vous dites quelque part dans, je ne sais plus si c'est un faisceau des vivants, dans Qui vive, pardon. Dans Qui vive, vous dites à un moment, je ne sais plus le passage, bon allez, je ne vais pas faire perdre de temps, que le signifiant, vous dites autrement, le signifiant c'est la surprise. C'est-à-dire qu'au fond, quand vous écrivez, vous vous surprenez vous-même. Oui, oui. Et il me semble que tout effet de surprise, c'est un effet de signifiant. Le reste, c'est du côté des images, du côté de ce qui nourrit le signifiant. Mais le signifiant définit quelque chose de fondamental que révèle l'écriture. Et pour conclure, les auteurs que vous disiez majeurs, Oui. Ce sont des auteurs pour qui écrire est une nécessité. Je pensais au traducteur d'Imre Kertész, Oui. Qui a une écriture essentielle pour moi. Il s'appelle, je crois, Zaremba, quelque chose comme ça. Oui. C'est un c'est un couple, oui. C'est un couple. Oui. Et je pensais à un des plus grands, Georges Perec, qui lui s'auto-traduit. Oui. Puisqu'il passe en permanence de toutes les déclinaisons du nom et du signifiant, jusqu'à en enlever aussi, pour arriver à cette écriture essentielle. Donc voilà, merci de cet entretien tellement important. Merci à vous, merci. Vous m'impressionnez beaucoup parce que voilà, cette manière de dire les choses me touche. Quand vous parlez de signifiant, je dirais qu'en effet, enfin pour moi ça se relie à cette idée de révélation. C'est-à-dire que la surprise, c'est quelque chose qui nous est révélé. Encore une fois, pour le pire comme pour le meilleur. À un moment, je parle des surprises collectives, par exemple. Et voilà, et le siècle a commencé avec le 11 septembre, on va dire. Et là, pour le coup, on est dans l'image à ce moment-là, le 11 septembre. Et on est dans cette image qu'on voit, qu'on revoit, parce qu'on ne comprend pas ce qu'elle nous dit. Enfin, on a du mal à intégrer ce qu'elle nous dit. On a du mal à intégrer ce qu'elle nous dit. Et donc, ce livre sur la surprise, c'est aussi un livre qui nous place face à nos limites de compréhension. Parce que voilà, quand vous parlez de signifiant, moi ça m'évoque ça. Qu'est-ce qu'on parvient à comprendre en fait? Qu'est-ce qu'on arrive à comprendre dans une vie? Pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, plus j'avance dans le temps, plus justement
sa qualité insignifiante me semble précieuse, en fait. J'allais dire, c'est pas pour faire un jeu de mots, mais c'est l'insignifiance de ce signifiant qui m'intéresse. Il y a vraiment, je crois que je comprends pas grand-chose, mais chaque découverte, voilà, quand j'ai découvert cet article sur la fantaisie, je trouvais ça merveilleux de savoir qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, ça m'a intéressée, voilà, j'ai compris quelque chose de moi-même. Donc merci en tout cas d'avoir accueilli les textes et la parole comme ça. Oui, vous avez le micro. Oui, bonjour. Merci pour cet entretien très riche et qui déploie beaucoup de choses et qui m'a ramené à beaucoup de littérature. Alors évidemment, Ron Appelfeld, comment ne pas parler de lui, et moi, je vous ai découvert à travers Ron Appelfeld, voilà, c'est dans l'autre sens. Amour soudain, un garçon qui voulait dormir, on parle d'étrangeté. Et La Ligne, qui est un livre très étrange, que je viens de lire. La Ligne, c'est le dernier que j'ai traduit. Alors vraiment, moi, au début, je n'ai pas compris. Le début, je sais pas, le premier tiers, je n'ai pas compris ce que je lisais. C'est tellement étrange, et puis même par rapport à ces livres précédents. Et puis après, on pénètre tout doucement, et tout à la fin, on comprend. Oui. C'est un livre court, mais qui est très puissant, très fort, qui m'a tenu, je l'ai lu d'une traite, très très beau. Mais pour en revenir à cet entretien, il y a... alors je ne l'ai pas lu, évidemment, je l'ai ouvert ce matin et je suis tombé sur le passage où vous parlez de Jean Améry, alors que j'ai beaucoup lu, et le lien avec Tchernowitz. Alors Jean Améry a changé de nom puisque c'était Hans Meyer, et à Tchernowitz est né Paul Celan, tout à fait, qui a également changé de nom puisqu'il s'appelait Anselme. Tout à fait. Donc il y a des liens comme ça qui se font, c'est très intéressant. Et puis quand vous parlez de René Char et de la surprise, le surréalisme, l'écriture automatique. Bien sûr, bien sûr. Avec Desnos. Mais oui, mais voilà, complètement. Et là, l'écriture est vraiment une surprise à ce moment-là, parce que ça jaillit, ça survient. Tout à fait. Et puis, alors il y a un mot, je crois que vous n'avez pas employé aujourd'hui, c'est la sidération. Ah oui, oui. Voilà, Oui, mais qui est tellement une nuance. Et il y a quelque chose également, voilà, c'est pas une question, mais c'est tout ce que ça m'a évoqué. Quand vous avez parlé de Kundera, alors je ne sais plus dans quel livre où il déploie ce mot de nostalgie, où il va sur l'étymologie de la nostalgie, et il en a plusieurs pages comme ça, et il fait l'étymologie justement dans plusieurs langues de nostalgie, et quand vous avez parlé justement d'étymologie tout à l'heure, et Kundera, tout ça m'a rappelé je me demande, c'est pas dans l'ignorance d'ailleurs? C'est peut-être l'ignorance. Il me semble, j'ai un doute. Oui, mais sur l'étymologie, alors c'est merveilleux parce que par exemple, en ukrainien, justement, j'ai une autre amie ukrainienne qui m'a dit que être surpris en ukrainien, c'est être témoin d'un miracle. Et pour moi, ça se relie au philosophe Vladimir Jankélévitch, que je remercie à la fin, parce que l'écoute de Jankélévitch et la lecture m'ont vraiment transformée. Même si, je le dis, quand je parle de Derrida, parce que c'est certains moments comme le philosophe, moi, vraiment, je n'ai pas étudié du tout la philosophie. Et quand je lis Jankélévitch, voilà, je comprends peut-être 20% de ce que je lis. 20 ou 30 maximum selon les textes, mais on va dire 20, c'est plus juste. Mais c'est merveilleux ces 20%, parce qu'il y a vraiment des passages où il est très clair, très poétique, très concret. D'autres où vraiment, moi, j'ai pas les outils pour comprendre, mais ça ne me pose pas de problème, parce que les 20% c'est comme si je ramassais mon filet quelque chose, et les 20% que je pêche dans ces textes, c'est toujours merveilleux. Et pourquoi je parle de lui ici? Parce que, en fait, la surprise, telle que vous l'évoquez, et notamment par rapport à cette... Voilà, en revenant sur la nostalgie, moi, en entendant cette étymologie en ukrainien d'être témoin d'un miracle, j'ai pensé à Jankélévitch qui dit
il y a 2 miracles dans la vie, c'est la naissance et la mort. Alors, pour nous, le mot miracle est communément associé à quelque chose de beau et de bon. On se dit, comment c'est possible? En fait, non. Lui, il entend le miracle comme un événement contre lequel la raison bute. C'est que tout à coup, il se passe quelque chose, voilà, contre lequel... Et donc, l'Ukrainien saisit ça. Et là, j'ai eu une très belle lecture de François Nudelman, qui est lui, c'est un vrai philosophe, François Nudelman, qui enseigne à New York, qui a écrit des livres qui me parlent beaucoup, dont un qui s'appelle « Penser avec les oreilles », que je cite dans La Surprise, et où il essaie d'analyser le lien entre la pensée et le son. Parce que la philosophie a la réputation d'être silencieuse. Voilà. On est seul avec soi-même et dans un silence. Non, il y a des choses qui résonnent dans le silence. Et il parle de ça, et il me disait, en m'écrivant sur La Surprise qu'il vient de lire, qu'en anglais, surprendre se dit aussi, je l'ignorais, vous le savez peut-être, overhear, c'est-à-dire surentendre. Je trouve ça très intéressant. Et donc, je pense que dans toutes ces on pourrait passer nos vies à comprendre les étymologies, à essayer dans toutes les langues, et ça nous dévoilerait forcément quelque chose dont on a besoin. Et on a besoin aussi de culture. Alors, il y a une question. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Merci. Et je voudrais vous poser une question. Oui. La surprise est un mot féminin. Et quand on vous a proposé différentes possibilités d'écrire votre essai, est-ce que vous vous êtes posé la question d'un mot qui est masculin, qui est assez proche, qui est le hasard? Ah. Alors, le hasard n'était pas dans ma liste, mais il y avait d'autres mots qui sont liés ou pas. Mais alors il y a le hasard, il y avait aussi il y a la coïncidence. Alors c'est féminin, la coïncidence pour le coup. Mais c'est vrai que je ne me suis pas attardée sur le genre. Je me suis pas dit, bon, je suis une femme, parce que j'ai été dans une autre vie de professeur d'hébreu et je me souviens d'une élève qui butait sur le fait qu'en hébreu, une table est genrée au masculin. C'est un table, voilà, c'est au masculin. Et elle me dit, mais madame, c'est pas possible. Je lui dis, mais pourquoi c'est pas possible? Elle me dit, bah, parce qu'on dit une table. Bah, je lui dis, oui, en français, mais je lui dis, mais en fait, qu'est-ce qui est plus masculin que féminin dans une table? Pourquoi une table c'est féminin? Et pourquoi un bureau c'est masculin? Et pourquoi une chaise, un fauteuil? Et donc on a essayé de comprendre cette non-logique finalement du genre, en tout cas pour les objets. Et donc c'est vrai que poétiquement, on peut s'intéresser au genre des mots, évidemment, enfin en français en tout cas, parce que dans beaucoup de langues, le genre n'existe pas, n'est pas contenu dans le mot. Là, vraiment la surprise est venue parce que pour moi elle contient tout. Elle contient le hasard, la coïncidence, l'émerveillement, la sidération, la stupeur, l'étonnement. Elle contient, en fait, c'est elle qui a emporté la mise, quoi. Qui a rappelé la mise. Mais évidemment que le hasard pouvait être un sujet, enfin, je veux dire un mot. Mais la surprise me semblait plus grande parce qu'elle contient tout ça. Et même à un moment donné, au début du livre, enfin, je vous le dis parce que c'est pas forcément marqué, on peut le comprendre quand on lit le chapitre sur ma grand-mère, mais en exergue, il y a 3 phrases. La première, c'est Paul Valéry. Mon âme a plus de soif d'être étonnée que de toute autre chose. Ensuite, Aristote, la surprise est l'épreuve du vrai courage. Et ensuite, il y a Khamsat Tahar, qui est donc ma grand-mère. C'est le mektoub, mon petit poisson. Et c'est une phrase qu'elle me disait. Et le mektoub, ça veut dire le destin en arabe. Et l'étymologie de mektoub, c'est ce qui est écrit. Et donc pour ma grand-mère, il n'y avait pas de hasard. Il y avait un destin écrit d'avance. Et ce livre est une façon aussi de répondre à ma grand-mère, voilà,
presque 30 ans après sa mort. Mais ma grand-mère, de toute façon, elle est tenace parce qu'elle s'invite quasiment dans tous mes livres. Voilà, quand on parle de surprise, je ne m'attendais pas en écrivant la surprise à écrire sur ma grand-mère. Alors elle se débrouille vraiment très très bien. Parce que elle est venue. Bon, on va peut-être, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. En tout cas, non, merci. Oui, alors vous pouvez faire des petits casser vos livres à la table là-bas. Les livres sont en vente là-bas. Voilà. Voilà, vous pouvez prendre le temps. On a tout le temps devant nous. En tout cas, merci. Merci vraiment à vous. Et voilà.